le sujet que nous abordons, c'est simplement de dire attention, nous sommes déjà à 100% de dette et nous rajoutons de la dette dans un contexte où nous ne présentons pas la stratégie gouvernementale pour dire ensuite comment on va vivre les prochaines années. Je ne parle pas de l'année 2021, parce qu'en fait l'année 2020 et 2021, elles sont en quelque sorte en lévitation, en dehors de tous les codes budgétaires, puisque la BCE rachète massivement des dettes et que finalement on n'a pas besoin des marchés quasiment, enfin j'exagère un peu, mais comme les marchés savent qu'en second ressort, la Banque centrale rachète massivement de la dette française, il n'y a pas de problème d'émission de dette, il n'y a pas de problème de financement. Mais en fait, on se finance quasiment entièrement à crédit. Donc, il y a une vraie question pour l'avenir. Et ce qu'on peut dire actuellement de ce que nous dit le gouvernement français, c'est en gros, je prépare la France de 2030, mais en gros, ils nous disent rien de comment ça va se passer entre 2022 et 2030 pour rééquilibrer tout ça et permettre de retrouver la confiance à la fois des investisseurs étrangers qui rachètent nos dettes, mais aussi la confiance de ceux qui, en France, sont des entrepreneurs, sont des investisseurs dans l'économie de notre pays. Et tout ça, on reste encore un peu sur notre faim. Alors, sur le plan de relance des 100 milliards, ce que nous disons, nous, c'est qu'on aurait dû utiliser la plus grosse partie pour réduire les impôts des entreprises. Pourquoi nous disons ça ? Parce que, vous savez, les programmes d'investissement d'avenir, les systèmes de financement par la Caisse des dépôts et consignations, par la BPI, etc., ça met très longtemps à arriver véritablement dans l'économie. Si vous êtes dans une baisse immédiate des impôts payés par les entreprises, tout de suite, vous donnez du souffle à l'économie et vous savez que ceux qui sont les créateurs des emplois vont être oxygénés par une décision qui va tout de suite permettre potentiellement de sauver des emplois, voire de créer des nouveaux emplois. Là, j'étais en ligne avec un entrepreneur qui a 300 salariés dans le monde, 200 en France. Aujourd'hui, il a mis en place avec ses salariés, il n'a pas de syndicat dans l'entreprise, un système avec un accord de performance collective qui permet de baisser les salaires tout en sauvant l'emploi pour 1 an et demi. Tous les 4 mois, ils vont se retrouver, ils vont faire le point de où ça en est, le carnet de commandes de l'entreprise, etc., etc. Aujourd'hui, ils sont à moins 20%. Ils travaillent dans le secteur de la construction auto. Donc, c'est très intéressant. Et il y a plein de choses qui peuvent se passer. Mais bizarrement, ce que moi je vois depuis ma petite fenêtre, parce qu'il faut bien se dire on n'a pas une vision sur tout, mais ce que je vois, c'est que nos syndicats, comme notre gouvernement, poussent plus à faire du chômage partiel, à faire de l'activité partielle de longue durée, plutôt qu'à mettre en place des accords de performance collective. Et ça, nous trouvons ça étrange. Pourquoi ? Parce que le chômage partiel, comme le chômage partiel de longue durée, c'est un dispositif qui permet de sauver les meubles à un instant T, mais qui sur la longue durée, ou sur même la moyenne durée, a un effet négatif majeur qui est que finalement les gens ne travaillent plus pour l'entreprise pendant qu'ils sont en chômage partiel. Alors, s'ils sont à 40% en chômage partiel, comme dans le cadre des accords d'activité partielle de longue durée, c'est 40% maximum du temps de travail, à ce moment-là, c'est autant de forces vives qui ne travaillent pas pour l'entreprise. Alors que si vous êtes sur des accords de performance collective, les gens continuent à travailler à 100% pour l'entreprise, voire ils ont quelques jours de chômage partiel, mais ce n'est pas du chômage partiel de longue durée, et ils sont encore connectés à l'entreprise, connectés à l'activité, et donc il y a plus de chances ensuite finalement de sauver les emplois, de garder les compétences, de sauvegarder les compétences. Donc là, il y a des vraies questions à se poser. Ce qu'on note, par exemple, quand on compare entre la France et l'Allemagne, c'est que cette fois-ci, dans cette crise-là, l'Allemagne a beaucoup moins utilisé le chômage partiel, beaucoup plus les subventions, sans empêcher les salariés de travailler, finalement, en disant il y a une crise sanitaire, ceux qui peuvent télétravailler doivent télétravailler, ceux qui ne peuvent pas télétravailler continuent à aller sur leur lieu de travail. C'est ce qu'on a vu dans les chiffres INSEE qui ont été publiés dans la note de conjoncture il n'y a pas très longtemps, montrant la fréquentation des lieux de travail entre la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, etc. Et on montre que par rapport à l'Allemagne, on a beaucoup moins fréquenté nos lieux de travail en France qu'en Allemagne. Et moi, tous ceux qui sont autour de nous, entrepreneurs, industriels, etc., ont eu leurs usines allemandes qui continuaient à tourner pendant que les usines françaises étaient à l'arrêt
voire pas à l'arrêt, mais tourner à 20 ou 30%, avec des syndicats qui, à l'intérieur de l'entreprise, préconisaient plutôt d'arrêter le maximum de chaînes de prod. Voilà, donc ça, nous, on trouve qu'il y a une vraie dichotomie entre la position syndicale allemande qui va être beaucoup plus pro-business et la solution syndicale française. D'ailleurs, il n'y a qu'à écouter Laurent Berger ce matin sur RTL, hein, c'est super intéressant, sur Airbus. Airbus qui ne va pas avoir la totalité des emplois en départ volontaire, qui dit qu'ils vont aller malheureusement vers des licenciements. L'aéronautique qui est hyper touchée, hein, je n'ai pas besoin de vous refaire un dessin sur ce qui se passe sur les commandes d'avions, sur le transport aérien, la visibilité hyper faible qu'on a sur le retour à la normale dans ce secteur-là. Mais au lieu de dire, Laurent Berger, au lieu de dire il faudrait faire des accords de performance collective pour conserver les emplois dans l'entreprise, il dit il faut faire des accords d'activité partielle de longue durée. Donc il y a vraiment une vision qui, à mon avis, n'est pas la bonne. Voilà. Et nous, on a préconisé depuis très longtemps de pouvoir passer par référendum pour éviter d'avoir les syndicats qui bloquent, parce que j'ai eu beaucoup d'entreprises en ligne ces dernières semaines, ces derniers mois, qui voulaient faire des accords comme ça, et les syndicats bloqués dans la boîte. Et certains les plans ont été rejetés, hein, c'était des plans de baisse de 10% des rémunérations, avec des suppressions de jours de RTT, et bien ça a été rejeté. Et les syndicats, semble-t-il, ont l'air de préférer passer par des PSE plutôt que passer par ce genre d'accord. Vraisemblablement parce qu'ils veulent protéger leurs propres ouailles, qui ne veulent pas baisser leur niveau de rémunération et qui préfèrent qu'il y ait des licenciements de tel ou tel. Mais vous savez que ceux qui sont syndiqués sont des salariés protégés et ne sont pas touchés par les plans de licenciement. Donc je pense qu'il y a tout un contexte français qui fait que le plan de relance tel qu'il existe, qui prône beaucoup l'activité partielle de longue durée, qui prône beaucoup l'aide de l'État, et beaucoup moins finalement, ce qui était un peu d'ailleurs le début du quinquennat Macron, c'était l'idée de négocier dans l'entreprise, négocier au plus près du terrain, etc. Tout ça, j'ai l'impression qu'on l'a oublié, alors que c'était vraiment une bonne idée de départ et ça correspondait à ce qui se passe dans les pays du nord de l'Europe, où il y a beaucoup plus de pragmatisme, beaucoup plus de vision locale, terrain, et beaucoup moins de politique. Et on fait trop de politique, en fait, dans tout ça. D'ailleurs, quand on écoute Laurent Berger ce matin, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il faut partager le pouvoir entre l'État et les partenaires sociaux. Enfin, attends, c'est pas du tout le sujet en ce moment. En ce moment, il faut sauver l'emploi, il faut sauver les boîtes. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui demeure plutôt un débat politique, idéologique, au lieu d'être un débat hyper terrain. Et si vous m'avez posé la question du plan de relance, sur les 100 milliards, alors en réalité, on parle un peu avec des œillères, hein, parce qu'on n'a pas encore le projet de loi de finances 2021. Alors comment on peut commenter quelque chose dont on ne connaît pas techniquement tous les tenants et les aboutissants budgétaires ? Nous, ce qu'on trouve quand on regarde, quand on screen vraiment le plan de relance, on a l'impression qu'au niveau budgétaire, il va coûter très peu cher. Pourquoi ? Parce que sur les 100 milliards, en fait, tu n'as que 20 milliards de coûts pour l'État véritablement en 2021, parce que c'est finalement la Caisse des dépôts et consignations qui va intervenir, etc., avec notamment ce qui a été engrangé en plus dans les livrets A, les 25 milliards dans les livrets A ces derniers mois, avec l'épargne supplémentaire des Français, qui va être fléché vers les investissements d'avenir, quoi. Mais le problème, c'est que y a un côté temporalité. Quand est-ce qu'on va vraiment avoir la libération de tout ça ? D'où le fait que je vous disais qu'il fallait tout mettre sur les boîtes. Et en réalité, il n'y a que 10 milliards de baisse d'impôts de production sur les entreprises. Les impôts de production, nous on a écrit 100 000 fois là-dessus. Je ne vais pas vous refaire le truc, hein, je crois que je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Mais si vous comparez la fiscalité française sur les entreprises avec la zone euro, vous voyez que nous, on a 100 milliards de plus d'impôts de production par rapport aux pays comparables de zone euro,
et que dans ces 100 milliards, il y a énormément qui viennent des taxes de prod. Alors 53 milliards en moyenne par rapport à la zone euro, 80 milliards par rapport à l'Allemagne. Donc comme vous voyez, quand vous enlevez 10 milliards, vous enlevez 10% de l'écart d'impôts en comparatif zone euro, et vous enlevez un cinquième de l'écart qu'on a uniquement sur les taxes de prod. Ce qui veut dire que... Alors là, je ne peux pas vous dire encore ce que ça va donner dans l'économie, parce qu'on est en train de faire tourner le modèle économétrique avec lequel on travaille pour voir quelle va être la création d'emplois pérennes grâce à ce plan. Mon avis, c'est qu'il y aura beaucoup d'emplois qui vont être créés avec l'aide de l'État, c'est-à-dire subventionnés pour les jeunes, un peu du type emploi aidé, service civique, etc., etc. Et que ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire de l'emploi marchand pérenne qui n'est pas ultra subventionné par l'État, il y en aura vraisemblablement pas énormément. Voilà. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire encore, le gouvernement dit 160 000 emplois supplémentaires. Toute la question aussi, c'est quand vous faites de la modélisation comme ça, il faut d'abord avoir un scénario de base. Le scénario de base, il est à combien de croissance l'année prochaine? Qu'est-ce que vous créez par définition avec le rebond de croissance l'an prochain? Et qu'est-ce que vous créez en supplément avec le plan de relance? Tout ça, c'est hyper difficile à calculer, hein, vous le comprenez bien, parce que de toute façon, il y aura des emplois créés par le rebond de croissance 2021, hein, puisqu'on annonce une croissance, il y a plusieurs chiffres qui circulent, mais en gros, ça va être entre 5 et 7% de croissance pour l'année prochaine pour la France, après une chute autour de 9% du PIB. Donc en fait, on n'aura pas récupéré à la fin de l'année 2021 le niveau de PIB 2019. Quel va être l'impact sur l'emploi finalement du plan de relance, sur de l'emploi pérenne et pas simplement des formations, etc., etc., et de l'emploi subventionné. Là, nous, on peut dire que comme on avait fait déjà des évaluations sur les baisses de taxes de prod, qu'est-ce que ça génère en emploi marchand supplémentaire, on avait vu que si on faisait 27 milliards de baisses de taxes de production, on arrivait à créer 400 000 emplois au bout de 3 ans. Donc si on fait 10 milliards de baisse de taxes de prod, on le verra bientôt quand on aura les résultats, on ne peut pas espérer l'année prochaine 160 000 emplois pérennes dans des secteurs industriels, etc. Hein. Même avec 27 milliards de baisse de taxes de prod à l'horizon 2024, nous, on arrivait à 100 000 emplois créés dans l'industrie et 425 000 en tout. Vous voyez, donc il faut bien se dire aussi que toute la question, c'est quel est le modèle aussi qu'on veut pour demain, quoi. Est-ce que c'est encore des emplois qui vont coûter hyper cher aux finances publiques parce que ultra subventionnés, ou est-ce que c'est des emplois dans l'industrie, de la relocalisation d'industrie, etc., etc. Avec le plan qu'on a là sur la table par le gouvernement, clairement, c'est pas un plan de relocalisation. Hein. Ça ne suffira pas, si vous voulez, en termes de compétitivité des entreprises. L'entrepreneur avec qui j'étais au téléphone tout à l'heure avant de venir vous parler, il a une implantation en Allemagne, ça lui coûte 20% moins cher de masse salariale, hein, pour faire la même chose. Donc lui, il garde sa boîte en France parce qu'il dit qu'il est attaché à la France, il est français, etc., etc. Mais il faut bien se dire que, il m'a dit, si j'étais juste un tableur Excel, ça ferait longtemps que j'aurais délocalisé mes emplois. Et là, il est dans un secteur, plein d'autres secteurs peuvent dire la même chose. Donc le problème de la France, il est beaucoup plus structurel que simplement la crise Covid. Hein. Il est ancré dans notre modèle social. Et le problème, si vous voulez, c'est que nos interlocuteurs syndicaux, gouvernementaux nous disent prenez les solutions qui coûtent à l'État plutôt que prenez les solutions qui vont coûter moins cher à l'État. Parce qu'on est toujours dans cette démarche de augmenter, financer par la dépense publique. Et c'est un peu paradoxal. Et on est aussi dans des démarches de contrôle qui ne sont pas des démarches de liberté. C'est-à-dire, il faut bien se mettre dans l'idée que les boîtes, elles ont été arrêtées du jour au lendemain en disant, mais voilà, maintenant tout le monde s'arrête. Ensuite, on a dit, vous mettez tout le monde en chômage partiel. Et ensuite, on a dit, on va faire des contrôles tous azimuts pour voir qui a fait travailler, ne serait-ce que quelques heures, des salariés qui sont aidés par l'État. Oui. Non, je ne vais pas m'interrompre. Oui. Déjà, bonjour à Oui. mes amis IFOL. Et je voulais vous poser deux questions. Oui. Quand vous parlez des syndicats français, du syndicat en Allemagne,
ce n'est pas aussi une question culturelle, je vais dire intrinsèquement culturelle et donc difficile à changer cette attitude étatiste. Peut-être vous disiez que le syndicat allemand est plus pro-business. Mais voilà, ce n'est pas plutôt une question culturelle que Macron essaye de changer, mais que c'est difficile à changer. Ça, c'est la première question. La deuxième, dans les plans France et Relance, n'oublie pas un côté, une approche libérale, je vais dire, dans l'idée de ne pas augmenter quand même les impôts, de miser sur la compétitivité et surtout sur les secteurs d'innovation. Lui, il dit dans l'éditorial, je veux que ces plans, je veux que cette crise soit une opportunité, une chance pour changer, pas pour reproduire intégralement le même système. Alors, sur le sujet numéro 1, est-ce que c'est culturel? Je pense que nos syndicats ne sont pas en adéquation avec nos salariés. C'est-à-dire que si vous posez la question en direct par référendum aux salariés de ce qu'ils veulent, je pense que les plans de baisse de salaire, suppression de RTT, les salariés les signent direct. D'ailleurs, l'entrepreneur avec qui j'étais tout à l'heure, il n'a pas de syndicat dans son entreprise. Il a négocié directement avec le CSE, ils ne sont pas encartés, et en 15 jours, ils ont signé. Et ils sont super alignés sur les objectifs, etc. Mais tout ça, c'est fait en transparence et en confiance. Donc, on a un décalage. Moi, je ne crois pas que le français... vous savez, il y a eu encore des enquêtes d'opinion, là, IFOP, qui montrent que là, le français, l'entité dans laquelle il a le plus confiance, c'est la TPE-PME. Et c'est là qu'il bosse. Donc voilà, il y a un vrai écart entre finalement la culture du syndicaliste, du syndicalisme, et la culture du salarié français. Et le salarié français, il est très peu syndiqué en fait. Vous savez que dans le secteur privé, il y a moins de 8% de syndiqués. Et le syndicalisme, il est surtout dans le secteur public. Et le problème que je vois principalement dans la culture française, c'est qu'effectivement, la culture publique, elle a déteint, si on peut dire, elle s'est propagée à la culture du syndicalisme privé. Et dans leur idéal collectif du syndicalisme, l'idéal, c'est le contrat à vie, donc le statut à vie. C'est l'emploi qu'on a, nous, dans la fonction publique. Alors que tous les pays qui nous entourent, et vous le savez bien, ont énormément changé ces statuts. Et maintenant, vous travaillez dans un hôpital en Allemagne, vous n'avez pas de statut à vie. Vous travaillez dans les transports publics, vous n'avez pas de statut à vie. Vous travaillez dans une collectivité locale, vous n'avez pas de statut à vie. Donc, il y a vraiment cette logique qui est très spécifique à la France, parce qu'on a ce secteur public tout le temps prédominant qui fait figure de schéma idéal. Mais ce que je pense, c'est que si on suit la vision syndicaliste française, on va tuer le salariat. Voilà. Parce qu'il y a vraiment, dans leur logique, quelque chose qui fait qu'à la fin, c'est tellement contraignant d'embaucher quelqu'un en tant que salarié, c'est tellement complexe, il y a tellement d'engagement, il y a tellement de difficultés, le code du travail est tellement lourd, les conventions collectives sont tellement contraignantes, qu'à la fin, cette crise peut accélérer vraiment une prise de conscience des employeurs que c'est juste trop compliqué, quoi. Et alors... Le président Macron vient de se plier aux intérêts des syndicats. Comment? Le président Macron vient de se plier aux intérêts des syndicats. Vient de se plier ou veut... Oui, d'accepter la logique, d'accepter cette culture syndicale. Ah, il n'est pas obligé, c'est ça que vous voulez dire? Il n'était pas obligé, mais vient de le faire, à votre avis. En fait, je pense que, comment dire, dans plein de circonstances, au lieu de faciliter la vie de l'entreprise, il l'a contraint un peu plus. Par exemple, avant, on pouvait signer un accord avec des syndicats s'ils représentaient 30% des salariés dans l'entreprise. Maintenant, c'est 50%. C'est quasiment impossible. Voilà. Pourquoi? Parce que des syndicats qui représentent 50% des salariés d'une entreprise qui sont d'accord en France pour signer un accord, il faut se lever de bonne heure pour aller les chercher, vous voyez. Et si c'était 30%, ce serait beaucoup plus facile. Le sujet du référendum qui permettait de passer en dehors des syndicats en direct avec les salariés, il a été énormément abordé au moment des ordonnances travail. Moi, j'ai fait des tas de débats sur plein de chaînes de télé là-dessus.
où les syndicalistes me disaient qu'ils ne voulaient pas du référendum en direct entre l'employeur et les salariés, parce que c'était scandaleux de vouloir court-circuiter les syndicats. Le président Macron avait proposé le chèque syndical qui permettait de ne pas financer par l'État et le paritarisme, en fait, tous les organismes de gestion des retraites, de l'assurance maladie, etc., d'arrêter de faire ce financement-là et de passer à un financement par l'adhésion de chaque salarié avec un chèque syndical qui était pris en charge en partie par l'entreprise, en partie par le salarié. Ça, c'est tombé aux oubliettes de l'histoire, alors que c'était dans la loi d'habilitation pour les ordonnances travail en 2017. Donc, il y a plein de choses qui étaient prévues dans la campagne pour changer le syndicalisme à la française, pour changer le paritarisme à la française, et qui ont été complètement mises sur le côté. Voilà. Donc, nos syndicats, ils sont co-gérants aujourd'hui de tout le système social français, et donc ça prime aussi sur leur vision des choses. Hein, et il faut bien le dire. Ce que me disent les entrepreneurs, c'est qu'en Allemagne, quand vous fermez une structure, vous fermez par exemple une structure avec 40 emplois, vous allez les voir et ils vous disent non pas combien vous nous donnez d'argent, mais comment vous nous reclassez dans d'autres boîtes à côté et comment vous nous accompagnez. Et donc, il y a un combat sur l'employabilité, sur le reclassement des salariés que ne font pas du tout nos syndicats et qui est complètement le sujet des syndicats plus au nord de l'Europe, quoi. Non, et vous disiez que Emmanuel Macron avait voulu changer la culture. Non, vous confirmez qu'il y a c'est plutôt une grande différence. Donc votre critique finalement, c'est que Macron n'a pas essayé, n'a même pas tenté d'échanger cette culture syndicaliste. C'est-à-dire qu'au début du quinquennat, il était très contre le paritarisme, il ne voulait plus négocier avec les organisations syndicales. Il était vraiment dans une logique de ne pas faire ses grands-messes comme avait fait beaucoup François Hollande, en fait, qui était très proche de la CFDT. Et puis il y a eu plusieurs éléments. Il y a eu d'abord la crise des Gilets jaunes, qu'il n'a pas du tout vu venir parce qu'en fait, il n'a pas senti le problème fiscal de la France. Et c'est pour ça ensuite qu'il s'est rapproché des syndicats, parce que la France a un problème fiscal très grave qui est qu'on est au maximum de la courbe de l'affaire partout, c'est-à-dire sur le capital, sur le travail, sur tout, même la fiscalité énergétique. On croit qu'on n'est pas au top, en réalité on a plus de 60 milliards de fiscalité écologique en France, et quand il a voulu augmenter la TICPE, il y a eu cette révolte qui s'est... Voilà, plus les 80 km/h, mais pour moi c'est plutôt la question du prix à la pompe qui a primé. Et il n'avait pas vu que annoncer la baisse de taxes d'habitation, mais en même temps augmenter d'autant la fiscalité sur les carburants, c'était révoltant pour les Français. Parce que vous ne pouvez pas dire aux Français je baisse les impôts, et en réalité quand vous allez toutes les semaines prendre votre carburant, vous vous rendre compte qu'on vous augmente les impôts. La taxe d'habitation, vous la payez une fois par an quand vous la payez, et le carburant, quand vous êtes pas forcément dans les très grandes villes parce que vous utilisez moins la voiture, mais quand vous êtes plutôt dans la ruralité, vous utilisez votre voiture tous les jours. Donc là, il y a eu vraiment un moment où il s'est rapproché des syndicats avec le grand débat, il s'est rapproché des maires aussi, et donc il n'y a plus cette remise véritablement en question du modèle français. Et puis il y a eu toutes ces grèves à la SNCF aussi, avec finalement ce recul très très important que peut-être on ne mesure pas encore aujourd'hui, mais ce recul sur l'idée d'aligner tout le monde sur des modèles de calcul, des modes de calcul identiques pour la retraite, ce qui est quand même la base, quoi. Mais l'effet de s'être rapproché justement de Berger plutôt que justement comment il s'appelle, le leader de la CGT, de Martinez, ce n'est pas quand même une volonté de réformer dans un sens plus libéral, peut-être c'est osé, mais en tout cas dans une ligne plutôt réformiste. Vous voyez la CFDT par exemple sur ces accords de performance collective qui sont typiquement l'outil qu'il faudrait utiliser tous les jours en ce moment. Il faudrait qu'on ait des pubs à la télé pour dire c'est ça que vous devez faire parce que c'est top, parce que ça va vous permettre de garder les emplois. Berger, il est plutôt contre ce genre d'outil. C'est pas du tout ça qu'il met en avant. Il est pas du tout aussi réformateur que ce qu'on le dit. En réalité, la CFDT a des positions qui sont assez conservatrices et
et avec une vision du syndicalisme qui reste très très française. Donc moi je pense que c'est lui qui avait mis en place avec Hollande l'idée de la pénibilité, quelque chose de inapplicable, et que l'administration française elle-même avait expliqué qu'elle n'appliquerait pas dans les administrations parce que c'était trop compliqué. Donc il y a vraiment pas une volonté de la CFDT d'aller vers le sens de la simplification. Moi, je la vois pas. Il y a une volonté de participer à l'exercice du pouvoir et d'être au sein de la négo permanente, oui, ça oui, mais les éléments, les événements ont donné plutôt des possibilités de revenir dans la négo au niveau national, mais je ne vois pas d'innovation et comment dire, d'évolution vers un syndicalisme à l'allemande, par exemple, à la CFDT. Qui est pour vous le modèle à suivre? C'est-à-dire que je pense que le syndicat, il doit vous apporter quelque chose de positif, et il doit aussi avoir une vision de l'intérêt général. Se poser simplement comment dire, en protagoniste un peu de la lutte des classes, c'est pas forcément, ça nous apporte rien, quoi. FO s'exprime de moins en moins, je trouve, comparativement aux autres centrales syndicales. C'est un tort, on ne pas interroger les gens d'FO. Oui, mais FO, par exemple, a été très négatif quand FO de Richebourg a signé un accord de performance collective au niveau. Vous savez que de Richebourg Aéronautique, c'est donc cette filiale oui, voilà, qui travaille pour Airbus près de Toulouse et qui a des vrais soucis, évidemment, de carnet de commandes, etc. Donc, cette boîte a fait un accord de performance collective, a signé avec FO local, mais FO national n'était pas pour. Vous voyez? Donc, moi je ne vois pas la logique, en fait, la logique de tout ça, qui finalement est toujours plutôt une logique, on va faire dépenser plus à l'État, on va plus prendre sur le modèle social, on va plus aider les jeunes, etc. Très bien, mais à un moment, qui va financer? Derrière, on va avoir un retour de bâton d'ici 1 an et demi sur le niveau d'imposition des entreprises. C'est pas possible autrement. Et quelle va être la campagne 2022? On va dire, on entend déjà ce qui va se passer. On va dire, il y a eu énormément de cadeaux aux entreprises, maintenant il faut remonter le niveau de taxes, etc. Alors qu'il y a 0 cadeau. Parce qu'on est déjà surtaxé, on était ultra surtaxé au niveau de nos entreprises. Donc, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un rapport qui vient de sortir là, sur le 5e risque, la dépendance, à la demande du président de la République, et qui propose quoi? Augmentation de la CSG pour les retraités qui ont des niveaux de revenus importants, taxation des successions, alors qu'on est déjà dans des niveaux incroyablement plus élevés. Si on se mettait ne serait-ce qu'à la moyenne européenne, on serait à 15 milliards de moins de taxation des successions en France. On va malheureusement, plus on charge le modèle social encore plus, parce que moi je suis dans des tas de débats où on me dit mais pourquoi il faudrait aider encore plus les jeunes, etc. Je dis mais attendez, on est déjà à 125 milliards de dépenses d'aide sociale sous critères de ressources. Il y a les APL, il y a le RSA, il y a la prime d'activité, il y a l'allocation rentrée scolaire, il y a l'allocation adulte handicapé, 125 milliards d'euros par an qu'il faut financer. Et on dit qu'il faudrait mettre encore plus. On est l'État au monde qui dépense le plus en social. Concernant justement la deuxième question qui était sur le France Relance, cette approche que moi je définirais libérale, de ne pas augmenter les impôts, de miser sur la compétitivité et sur les secteurs de l'innovation, d'essayer de transformer ces crises en opportunités. Vous ne voyez pas des côtés positifs là dans cette approche? C'est sûr que l'idée de baisser les taxes de production, de faire une politique de l'offre, c'est hyper positif. Après, c'est tout petit par rapport à ce qu'il faut faire. La difficulté, c'est ça, c'est-à-dire que dans le plan de 100 milliards, en fait, il n'y a que 10 milliards de baisse de taxes sur la prod. Et alors l'année d'après, c'est les mêmes 10 milliards. Nous, toutes les évaluations qu'on avait faites, on faisait monter en puissance
la baisse des taxes sur la prod. Vous pouvez commencer par 10 milliards, mais l'année d'après, vous faites 15, l'année d'après, vous faites 20, l'année d'après, vous arrivez à 30. Et là, vous avez une super dynamique pour réemployer en France, réindustrialiser la France, etc. Mais on dirait que le diagnostic, il est fait. L'Inspection générale des finances, elle a fait un super rapport sur le sujet. Nous, on a été auditionnés en la matière. Ils avaient proposé au moins 15 milliards de baisse. Là, vous voyez, on est à 10. Et encore, en vitesse de croisière, on sera plutôt à 7. Parce qu'il y a des baisses de CVAE, des baisses de CFE, hein, qui font partie des taxes sur la production, ça va baisser mécaniquement avec la crise, en fait. Vous voyez? Donc, quand on sera à nouveau en 2023, la baisse, elle ne sera pas aussi importante que ça. Hein. Parce qu'aussi, vous avez un retour d'IS, c'est-à-dire que quand on vous baisse vos taxes sur la production, vous avez ensuite un résultat qui est plus important dans l'entreprise, et donc vous avez une taxe d'impôt sur les sociétés qui est plus importante puisque vous faites un meilleur résultat, puisque vous n'avez plus vos taxes de prod. Mais tout ça pour vous dire qu'il n'est pas du tout certain qu'en 2023, si je vous fais la courbe de l'évolution de la fiscalité des entreprises en partant de 2012 jusqu'en 2023-2024, il y ait une énorme baisse, on constatera une petite baisse, mais pas une énorme baisse. Et c'est la même chose qu'on avait vu avec le CICE de François Hollande et le pacte de responsabilité. Quand on avait fait ce tableau, on avait montré qu'en 2012, il y avait 390 milliards payés par les entreprises en taxes, et en 2018, 431. Et entre les deux, il y avait eu les 40 milliards du CICE. Mais on ne les retrouvait pas. Voilà. Parce que, en réalité, les 40 milliards, vous voyez, on était à 18,7 points de PIB en 2012, 18,4 en 2018. Et entre les deux, oui, ça montait au max à 19,2. Mais après, en fait, c'est assez flat. Pourquoi? Parce que quand ça baisse d'un côté, la fiscalité, ça monte de l'autre. Vous savez bien, ça, en France, c'est tout le temps comme ça. Donc, si on dit compétitivité des entreprises, moi j'achète tout de suite, c'est évident. C'est le sujet numéro 1 de la France. Hein. Parce que dans quelques secteurs que ce soit, si vous faites vraiment vos comptes, vous vous dites, ça me coûte beaucoup moins cher d'employer même de l'autre côté de la frontière. Quoi. Et ça, le sujet compétitivité, en fait, en réalité, il faut bien se dire qu'avec ce plan de relance, on ne le résout pas. Voilà. Parce que dans le plan de relance, vous l'avez vu, c'est pas compliqué. Vous donnez aussi 4,7 milliards à la SNCF, vous mettez dans la rénovation des bâtiments publics 4 milliards, vous mettez beaucoup d'argent sur le plan jeune, sur la santé 6 milliards, alors que là on va sortir une étude à la Fondation IFRAP, on montre qu'on peut économiser sur la santé. Mais pour ça, il faut tout changer. Il faut supprimer le statut des agents des hôpitaux publics, il faut permettre de gérer les hôpitaux comme on gère les PU, Trop d'administration. Oui, c'est ça. C'est difficile de passer à cette idée de faire des économies dans l'hôpital et dans la santé. En ce moment, c'est quasiment mission impossible, mais nous, on est obligé de le faire. Pourquoi? Parce que ce qu'on voit, c'est que les Allemands, ils dépensent 15 milliards de moins par an par rapport à nous dans l'hôpital, et ils ont mieux géré la crise que nous. Donc ce n'est pas qu'une question de moyens. Il y a un moment où le sujet n'est pas une question de moyens, mais c'est une question d'organisation du système, de suradministration du système. On l'a bien vu pendant la crise, entre les ARS, les hôpitaux, l'État, le ministère, les injonctions contradictoires, etc. Décentraliser, c'est ça aussi que ça nous emmène à dire. Alors, il y a une décentralisation dans le discours, hein. Il y a la loi 3D qui est en fait 2D ou peut-être D, enfin je ne sais jamais comment elle va s'appeler, parce qu'il y a une évolution permanente du sujet, on n'a toujours pas le texte. Mais dans cette loi, théoriquement, il doit y avoir de la décentralisation. Nous, on dit, allons-y, faisons comme les pays qui gèrent au niveau local la santé, l'éducation, la culture, la politique de l'emploi, etc. Là, il y a un boulevard. Mais paradoxalement, on recrée le Haut Commissariat au plan. Qu'est-ce que votre opinion sur pour nous, c'est un signal très, très négatif. Pourquoi? Parce qu'on crée une entité hyper centralisée pour réfléchir sur la France de 2030, alors qu'en réalité, on est en train de dire au même moment qu'il faut décentraliser, que l'énergie, elle vient des territoires et que les décisions, elles doivent se prendre aussi au plus proche en désadministrant, en baissant le niveau de suradministration de la France. Nous, on a fait un chiffrage qui est très très clair. Hein. On a 84 milliards de dépenses supplémentaires sur le coût d'administration, de production de nos services publics tous les ans par rapport aux pays de l'Union européenne.
c'est une dépense qui n'apporte rien de plus en termes de qualité de service public aux Français. Hein. Et vous avez vu les débats sur la fraude sociale ces derniers jours, avec la commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur le sujet, qui aboutit, encore une fois, à ne pas réussir à chiffrer le coût de la fraude sociale. Pourquoi ? Parce que les administrations du social, qui sont co-gérées avec les syndicats, refusent l'accès aux données par nos parlementaires, quand même. Enfin, il faut comprendre le niveau aussi aujourd'hui dans lequel on est sur un Parlement qui est hyper bafoué en permanence par nos administrations. Ça, j'ai cet exemple-là. Il y a eu un précédent à la commission d'enquête parce que c'était un rapport coécrit entre une sénatrice et une députée qui, elles aussi, se sont fait renvoyer parce qu'elles demandaient l'accès aux données. Nathalie Goulet et Carole Grandjean. C'est ça qui a ensuite déclenché la création de la commission d'enquête et ils n'ont pas eu beaucoup plus d'informations. Et à un moment, on leur dit il y a 2 millions de cartes vitales en trop par rapport à la population française. Ensuite, on dit c'est pas 2 millions, c'est 600 000. Ensuite, on dit c'est 150 000. Mais non, mais on verse des retraites en Afrique du Nord et les gens sont morts. Non, mais des personnes de plus de 100 ans qui sont beaucoup plus importants en nombre que tout ce qui existe réellement. Pas de vérification. Les Belges, ils ont résolu ce problème depuis très longtemps. Ils ont fait une carte vitale et d'identité qui est collée, qui est la même avec la banque Carrefour de la sécurité sociale. Ça marche hyper bien, on trace les données et tout. Mais nous, en France, et c'est aussi un travers de nos syndicats, parce qu'ils sont implantés partout dans les organismes de sécu. On traque à fond la fraude fiscale, mais on trouve très normal qu'il y ait de la fraude sociale. Mais il n'y a aucune raison. Donc nous, on a fait une proposition depuis longtemps qui est toute bête, c'est de dire on rend imposables les aides sociales. Voilà. Tout rentre dans le revenu net imposable et c'est contrôlé ensuite par les mêmes brigades de Bercy que sur la fraude fiscale. Il n'y a aucune raison que ce soit différent. C'est un manque à gagner. Alors, aujourd'hui, la fourchette de coûts est énorme. Rien que sur les dépenses de protection sociale, on serait entre 10 et 20 milliards d'euros par an. C'est gigantesque. Donc, moi, par exemple, je suis d'accord 98% avec vous, je suis libéral comme vous et je suis d'accord avec toute votre analyse, mais je pense, différemment de vous, que quand même Macron, en tout cas c'est mon avis, essaye quand même de, pas casser, mais de changer ces systèmes. Il a essayé de le faire avec la réforme du travail, autrement il n'aurait pas eu toutes ces manifestations, toutes ces résistances. En tout cas, il a essayé de la réforme du travail, puis vous citiez justement la loi 3D, il essaye quand même d'aller dans un sens plus libéral. C'est le seul, je pense, président qui a essayé, en tout cas, de le faire. Je pense à Sarkozy, peut-être au début, mais Hollande n'a jamais fait de tout ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment à l'administration, tout ça. Je suis totalement d'accord avec vous, mais c'est quelque chose qui est culturel et qui date peut-être de la Révolution française. Je veux dire, c'est quelque chose. Mais vous voyez, Emmanuel Macron avait annoncé la suppression de l'ENA. Oui. Impossible. Non, mais je veux dire, pour l'instant, il ne s'est rien passé du tout. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. L'ENA, c'est quelque chose qui a été fait par De Gaulle. Paillac, selon moi, tout a une culture, toute une passion française. Je veux dire, c'est De Gaulle qui a française. Non, mais il y a certainement une volonté de faire évoluer le système de sa part, oui. Mais je pense que ça n'aboutit pas à véritablement des textes concrets. C'est-à-dire, nous, notre analyse, elle se fonde en permanence sur les textes. C'est-à-dire, on prend le texte de loi, on prend la circulaire, on prend le décret et on dit qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, on ouvre la boîte et quand on a ouvert la boîte, parfois, on est très étonné de la différence entre l'affichage de communication gouvernementale qui est très bien marketé et ce qu'il y a vraiment dans le texte. Vous voyez, je vous donne un exemple. Sur le plan de relance, c'est un sujet hyper important pour notre avenir commun. Le Parlement devait avoir, l'Assemblée nationale, 2 jours de discussion dessus pour pouvoir déposer des amendements. Je ne sais pas si vous savez, mais depuis la réforme constitutionnelle, on ne peut plus déposer des amendements directement en séance sur des textes budgétaires. D'accord ? Donc, il y avait 2 jours
sur l'ensemble de la loi de finances, y compris le plan de relance, pour les élus de l'Assemblée nationale, pour travailler le texte et pouvoir le modifier. C'est incroyable. C'est-à-dire que dans ce pays, c'est maintenant l'administration qui décide du budget, puisque le budget, c'est quand même le cœur du sujet de la gestion publique. Alors, dans un débat qui a eu lieu entre le président de la commission des finances, avec le rapporteur vis-à-vis de Bercy, ils ont réussi à gagner 2 jours de plus. Mais l'année dernière, il n'y avait pas de Covid, il n'y avait pas de plan de relance, ils avaient eu 6 jours. Et l'année d'avant, ils avaient eu 11 jours. Donc, il y a un sujet aussi sur la capacité de travail de nos représentants nationaux sur des sujets absolument essentiels. Le contrôle de la dépense publique par le Parlement, ça fait des années qu'on en parle. François de Rugy, quand il est arrivé à la présidence de l'Assemblée nationale, il a vraiment voulu faire des choses là-dessus. Et puis, voilà, il est parti. Et ensuite, on n'en a plus quasiment jamais entendu parler. Ou on n'en parle que pour faire un peu de com en disant on contrôle mieux la dépense publique qu'avant. Mais dans les pays où ça marche vraiment bien, chaque euro d'argent public est vraiment évalué pour son efficience, son efficacité. Donc, je suis d'accord avec vous qu'il y a une tentative de faire évoluer tout ça, mais je pense qu'ils n'ont pas vraiment choisi leur credo entre décentraliser ou recentraliser. Vous voyez, si je vous pose la question, qu'est-ce qu'ils veulent décentraliser exactement? Et là, il n'a pas représenté les projets. Ouais, mais bon. La France n'a jamais été aussi centralisée qu'en ce moment. Je pense à Blanquer, aux universités, aux académies. Non, les universités, c'est Pécresse qui l'a fait sous Sarko. Donc, on essaie d'aller un peu plus loin. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a des vrais modèles qui existent en Europe où il y a une vraie autonomie, des vraies missions. Nous, on a notre spécialité, c'est tronçonner les missions entre plusieurs acteurs publics qui vont financer un petit bout. Comme ça, personne n'est vraiment responsable, personne ne regarde l'efficience de la dépense. Le pauvre citoyen, il ne sait pas si le responsable de la politique publique, c'est le département, ou c'est la ville, ou c'est l'intercommunalité, ou c'est la région, ou c'est l'académie, ou c'est l'État. Voilà. C'est trop séquencé. Et à la fin, vous êtes perdu dans le système. Donc, moi, j'espère vraiment qu'il va y avoir un texte décentralisation à la hauteur de nos attentes. Dans nos attentes, c'est on fait comme ailleurs, on gère les profs, les embauches de profs au niveau de la région. Voilà. Au niveau des Ouais. Les hôpitaux, vous voulez faire des délégations de services publics, de gestion des hôpitaux, etc. Ça se décide au niveau de la région. Voilà. Le Pôle emploi, pourquoi c'est géré au niveau de Paris alors qu'il y a des antennes régionales? On gère au niveau de la région. Mais tout ça, si c'est dans le texte décentralisation, je dis génial. Oui, mais on n'est pas un État fédéral. C'est possible dans un État fédéral, pas ici. Parce que depuis que Macron est là, ça n'a jamais été aussi centralisé. Il n'y a jamais eu autant de fonctionnaires. Mais à ce moment-là, je réponds différemment. Oui. Si l'objectif, c'est de rester un État centralisé, oui. Bon, à la limite, il faut le dire et dire ça ne sert à rien d'avoir créé des régions. On supprime les régions. Ah, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Les régions, elles n'ont de sens que si elles ont un niveau de responsabilité cohérent et des budgets cohérents. Aujourd'hui, on a des grosses régions avec des tout petits budgets par rapport, Absolument. si vous comparez, on l'avait fait d'ailleurs dans une étude où on comparait les niveaux de budget entre une région française, une région espagnole ou une région allemande. C'est pas une région en Allemagne, c'est un État, ils sont indépendants. Oui, le Land. Bon, Le Land, mais la réalité, c'est que nos régions ont des tout petits budgets. Oui, Et les 16 Länder allemands, même les plus petits, ils arrivent à des budgets qui sont très largement plus importants. Pourquoi? Parce qu'ils gèrent vraiment les politiques publiques de bout en bout. Tandis que nous, on a toujours l'État qui intervient. Donc, alors, à votre avis, vous supprimerez la région en France? on ne peut plus. non, mais je donne un exemple un peu extrême. Pourquoi? Parce qu'à un moment, on ne peut pas dire tout le monde s'occupe de tout et on garde les communes, les intercommunalités, les départements, les régions, les métropoles, l'État déconcentré, les préfets, les sous-préfets. Enfin, je veux dire, ça fait trop. Vous voyez, là, on nous dit on va créer des nouveaux sous-préfets à la relance qui vont être en fait les ambassadeurs de l'État dans tous les territoires pour voir si le plan de relance marche bien. Alors qu'on a déjà énormément de structures publiques. Donc,
on est toujours dans la création de nouvelles structures pour résoudre. Et on nous explique que c'est pour résoudre le problème de la complexité. Non, parce que donc on crée de la complexité et ensuite on va essayer de trouver le manager de la complexité pour essayer d'atténuer le problème de la complexité. Et c'est pas comme ça qu'on peut fonctionner. Et en top de tout ça, on était François Bayrou, on connaissait comme commissaire avec moi. Après, de toute façon, vous savez, c'est pas une question de personne, c'est une question de choix politique et de choix aussi pour la France. C'est-à-dire, quel est. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Maintenant, on a cette crise, on a cette urgence, on a cette relance, mais c'est quoi l'étape d'après, quoi? C'est quoi le scénario du gouvernemental? Qui va payer? Comment on va résoudre l'équation budgétaire? Qui va monter en première ligne pour finalement résoudre tous ces problèmes? Et le fait que la présidentielle arrive en 2022 n'est pas très favorable aussi pour qu'on ait une vraie visibilité. Parce que... Surtout 2018-2019, il y a réforme de retraite, parce que le média il a marqué qu'il y a 17 milliards d'euros, il en manque en 2025. Mais actuellement, l'État il a dépensé plus de 300 milliards d'euros pour la crise sanitaire de Covid. Qui il va payer, qui il va rembourser cette grosse somme? C'est un État qui va prêter de l'argent de banque centrale, je ne sais pas où, mais qui il va payer? Est-ce que en 2022, il a un État qui a concentré sur l'économie ou un État qui a concentré sur sa santé publique? Ouais. Le problème des retraites, il est toujours là, il est encore plus là avec la crise sanitaire qu'on a traversée. Donc évidemment, il y a urgence à réformer les retraites, évidemment, il y a urgence à réformer l'État, évidemment, il y a urgence à baisser la dépense. Après, moi, comme vous disiez, est-ce qu'il y a des modèles qui sont adaptables en France, d'autres qui sont moins adaptables? Après, le sujet, c'est de choisir. C'est-à-dire, on ne va pas devenir un autre pays. Il faut trouver à un moment le bon, la bonne dose d'organisation, de réorganisation. Et cette bonne dose, elle passe par se poser la question de comment on veut être organisé demain. Mais si on veut pouvoir continuer à avoir un modèle social cher, il faut travailler plus. Voilà. Et la valeur travail, elle est incontournable dans la situation que nous vivons. Et c'est pour ça que moi, ça m'inquiète de voir tout le monde être toujours sur le chômage partiel, l'activité partielle de longue durée, etc. Parce que pour moi, c'est des passeports pour finalement avoir moins d'activité, moins de productivité en France et moins de richesse. Et c'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire que je préfère qu'on choisisse de travailler plus, paradoxalement, en étant peut-être payé un peu moins le temps que la crise passe, parce que je pense que c'est un meilleur deal pour nous les Français, pour demain, plutôt que d'axer tout sur l'idée de subventionner des gens qui ne travaillent pas. Voilà, je vous le dis, parce que je trouve que économiquement, faire ce choix-là, c'est le choix des syndicats et c'est le choix actuellement plutôt du gouvernement. Mais même si c'est tentant pour le gouvernement de dire je résous les problèmes, je suis là, je suis à l'écoute, etc., je ne suis pas sûre qu'économiquement ce soit la meilleure idée. Voilà. Vous avez dit plus et plus longtemps, puisque l'expérience de vie augmente, c'est très important. Ça. Oui, mais ça on en a débattu, je ne sais pas combien on a fait de débats là-dessus au moment de la réforme des retraites, c'était presque... comment faire passer les En réalité, on a un modèle social qui est hors sol, qui n'est pas finançable tel qu'il est. On est dans une spirale négative, c'est-à-dire qu'on donne plus d'argent aux gens pour moins travailler dans un système où on produit de moins en moins en France. C'est-à-dire que tout d'un coup, avec la crise sanitaire, on s'est réveillé en disant mais on produit plus nos médicaments, on produit plus nos masques, on produit plus. Alors on s'est demandé finalement ce qu'on produisait. Alors heureusement en agriculture, on est quand même en agroalimentaire, on est quand même très bon.
Donc on a eu de quoi manger. Mais si on veut vraiment produire en France massivement, il faut changer tout le système. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le spectre politique de la France qui vous considère proche à votre exilé? Franchement, c'est pas forcément facile, effectivement, de dire aux gens il va falloir faire des efforts et vivre totalement différemment. Mais je pense aussi que les Français, ils essayent un peu toutes les possibilités les unes après les autres en termes de président, parce qu'ils ne trouvent pas le juste président. Oui, mais et c'est vrai. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de l'organisation publique, il y a une telle frilosité de nos administrations pour faire évoluer le système que c'est vrai que ça bloque aussi les velléités de réforme de nos différents gouvernements. Donc, Est-ce que vous direz que votre réconciliation force est celle de Marion Maréchal? Oh non, je pense que... Elle s'affiche aussi comme un libéral. Écoutez, moi, de toute façon, nous, on reste très indépendants de tous les politiques. Pourquoi? Parce qu'on considère que notre rôle, c'est de faire avancer les idées, d'apporter des comparaisons internationales, de dire voilà comment ça se passe ailleurs, voilà comment ça pourrait mieux fonctionner en France. On travaille sur les bilans sociaux, on travaille sur les comptes des administrations, on travaille sur les budgets. Voilà, nous, on fait un travail de fond pour apporter de la matière à tous ceux qui veulent s'en emparer, qui soient journalistes, qui soient politiques, qui soient... Comme François Fillon en 2017. Vous savez, on a influé beaucoup sur les programmes de 2017, mais pas parce qu'on était présent auprès des politiques, mais parce que tout simplement, nos travaux étaient sur la table et qu'ils étaient bien, ils étaient bons, ils étaient intéressants et que, voilà. Mais je peux vous dire que même à gauche, dans la primaire de la gauche, il y a eu beaucoup de candidats qui se sont inspirés de nos travaux, sur le rôle du Parlement dans l'évaluation des politiques publiques, par exemple, sur l'ENA. Donc il n'y a pas un seul candidat qui a travaillé sur nos travaux pour 2017. Je pourrais dire, peut-être pas tous les candidats, parce que peut-être Jean-Luc Mélenchon n'a certainement pas travaillé, mais énormément des candidats ont travaillé sur nos études, bien sûr. Mais nous, on n'est pas pour un parti ou un autre, on est pour l'intérêt général. On aimerait que la France fonctionne mieux. On a tous les talents en France pour y arriver. On a des super entrepreneurs, on a des territoires extraordinaires, je veux dire, c'est un pays magnifique, il n'y a pas de sujet. Donc, on pourrait faire 1000 fois mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, il faut surtout se donner des... vous voyez, des bonnes règles de vie. Vous voyez, pendant la crise sanitaire, tout le monde est d'accord qu'il faut faire attention à la distanciation sociale, etc. On devrait tous être d'accord que quand on est en croissance, on ne fait pas de déficit. Vous voyez, c'est un truc de base. Il y a des règles de base sur lesquelles il devrait y avoir un consensus. Et pour que ça passe, quasiment, il faut qu'il y ait un consensus de tous les côtés. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus dans l'argent magique, dans la facilité, Il faudrait surtout réévaluer la possibilité de changer l'aspect des 35 heures, avec les RTT, tout ce système qui nuit l'économie française. Et également, il y avait des économistes qui avaient proposé, bon, c'est déjà passé l'été, mais qu'après tout cet impact économique et le confinement, ça serait positif de commencer à travailler au lieu de passer en vacances. Et les gens sont partis en vacances, beaucoup trop. Il y a trop de vacances en France. Mais c'est exactement, ça rejoint mon sujet des accords de performance collective. Le sujet des accords de performance collective, c'est aussi supprimer des RTT. L'entreprise dont je vous parle, elle a supprimé un tiers des RTT avec l'accord des salariés. Et c'est ça la clé. La clé, c'est le travail. Et même si vous êtes dans une situation de crise et s'il y a des carnets de commandes qui baissent, etc., si vos salariés sont là pour faire du commercial, pour essayer de vendre vos produits, etc., c'est toujours mieux que si ils sont en chômage partiel et qu'ils ne sont pas là et que vous n'avez pas le droit de les faire travailler. Donc là, il y a un vrai sujet.
qui est de remettre la valeur travail au cœur de notre... enfin, je disais, il y a des valeurs de base à avoir en commun. C'est équilibrer les comptes quand on est en croissance, c'est travailler parce que c'est ça qui crée la richesse, c'est ne pas assommer d'impôts les investisseurs parce que c'est eux qui créent aussi les emplois de demain, etc., etc. Vous voyez, le fléchage de l'épargne supplémentaire des Français, il y a 100 milliards d'épargne supplémentaire qui ont été thésaurisés pendant la crise, 27% de taux d'épargne, un truc qu'on n'avait jamais vu, la moyenne normale c'est 14%. Bon, on n'arrête pas de dire comment on va flécher cette épargne, mais nous on a des solutions pour ça. C'est permettre d'investir son impôt sur le revenu directement en capital des TPE-PME. Comme en Angleterre, c'est pareil. Oui, mais aujourd'hui, on a un dispositif qui ne marche pas parce que c'est plafonné à 10 000 € du plafond global des niches. Et voilà, on préfère passer par des organismes qui ont des coûts de gestion énormes, qui vont aller financer des boîtes qui sont déjà développées, alors que ce qu'on a besoin de faire, si on veut créer l'emploi de demain, c'est financer les 200 000 €, les 150 000 €, les 300 000 € qu'il va falloir à tel TPE qui n'existe peut-être même pas encore. Voilà, mais donc on va vers des systèmes trop compliqués, trop chers et qui nient, parce que si on fait trop de politique, si on dit on met au service de la création d'emplois l'impôt sur le revenu des Français, comme on le fait d'ailleurs pour les monuments historiques. Pour les monuments historiques, il n'y a pas de plafond global des niches à 10 000 €. Bon. On dit l'urgence nationale, c'est l'emploi. On finance à fond par l'impôt sur le revenu de ceux qui le veulent l'investissement dans les TPE-PME, le non-coté qui est en train de se développer, etc. Mais ça, pour l'instant, ça passe pas à Bercy. Parce qu'ils disent que c'est un cadeau aux plus aisés, parce que, etc., etc. Donc, toujours l'affichage politique. Est-ce que vous pensez que le prochain candidat aux élections en France serait idéal s'il propose aussi dans son projet du gouvernement la diminution des impôts en divers secteurs? Parce que la France est championne des impôts et non, mais évidemment, mais des vraies baisses. C'est-à-dire que quand vous regardez l'écart d'impôts par rapport aux autres pays, c'est pas 10 milliards ou 20 milliards, c'est beaucoup plus. Et ce que je vous dis là, c'est que, en fait, si vous regardez les ménages, on est un peu au-dessus des autres, mais pas tant que ça au-dessus des autres. C'est vraiment les entreprises qui payent le surplus d'impôts. Le surplus d'impôts par rapport aux autres pays, il doit être autour de 150 milliards d'euros de plus par an. Et il y a 100 milliards qui sont payés par les boîtes. Donc c'est... Est-ce que vous croyez qu'il y aura quelqu'un? Non, personne. Non, mais la difficulté, si vous voulez, c'est que pour avoir le courage de faire ça, il faut avoir la conviction que quand on baisse l'impôt, ensuite on recrée de l'activité. Et il est vraisemblable qu'aujourd'hui le politique considère que l'économie française tient essentiellement par la consommation plutôt que sur la production. Et donc quand vous avez cette démarche-là, vous vous dites, vous avez déjà baissé les bras par rapport à la question de produire en France, puisque vous dites finalement il faut verser des aides pour consommer, pour permettre au PIB de se maintenir. Donc vous voyez, le problème c'est que, et c'est tout le débat, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de gens qui disent c'est horrible, il y a trop de politique de l'offre et pas assez de la demande. Enfin, le chômage partiel, beaucoup plus important en France qu'ailleurs, ça a été de la politique de la demande. Pourquoi ? Parce qu'on a maintenu les salaires artificiellement pendant la crise. On l'a fait beaucoup plus que les autres pays, beaucoup, beaucoup plus. On a fait plus de 30 milliards quand les Allemands ont fait 10, alors qu'ils sont plus nombreux que nous. Et quand nous, on avait 8 millions de personnes en chômage partiel, eux, ils étaient plutôt à 3 millions, 3,5 millions ou 4 millions. Mais ils sont 87 millions. Mais justement, Ils sont 82. Dans ce plan de réparation, on peut casser justement les changements. Ça fait plus de 20 millions. Justement casser cette idée cette politique de la demande. Oui. C'est ça la philosophie. Oui, mais vous voyez bien qu'on met beaucoup plus dans le chômage partiel que dans la baisse des impôts de production des entreprises. C'est ça, il ne faut pas les faire parce que c'est politique. Enfin, politiquement, mais la difficulté, c'est qu'on croit qu'il ne faut pas faire de cadeaux. Il faut les faire au début. Je pense qu'il faut il y a deux choses qui pourrissent la vie politique française. C'est un, dire on fait des cadeaux aux riches, deux, dire on fait des cadeaux aux entreprises.
Mais il faut comprendre à un moment que sans personne pour investir dans l'économie, l'économie elle ne tourne pas, et sans entreprise, il n'y a pas d'État qui peut se financer, il n'y a pas de collectivités locales qui peuvent se financer, il n'y a pas de modèle social français. Voilà. Et donc, on est dans des postures politiques, au lieu d'être dans de la construction long terme d'une prospérité que nous tous nous appelons de nos voeux, mais malheureusement un peu otage de postures auxquelles je ne suis même pas sûre que ceux qui disent cadeaux aux riches, cadeaux aux entreprises, je ne suis même pas sûre qu'ils croient vraiment à ce qu'ils disent. Hein. Je ne suis même pas sûre. Mais il faut dire que l'école est en pause aussi, parce qu'on doit vous apprendre à l'école que les riches, on en a besoin, que l'entreprise, on en a besoin, qu'elle est créatrice d'emplois. Et ça, on ne vous l'apprend pas à l'école. Au contraire, on doit haïr le riche, on doit haïr le patron. Hein? En fait, la difficulté, c'est qu'on nous dit toujours il y a 1% des plus riches, mais dans tous les pays, il y a 1% des plus riches. On nous dit la France est une société d'héritiers, mais un pays qui a des centaines d'années d'histoire, qui est forcément avec un patrimoine important, culturel, etc. La France, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme l'Allemagne, sont des pays où on transmet les entreprises, on transmet les bâtiments, les maisons, etc. Et c'est normal, c'est aussi notre culture. Donc à un moment, on ne peut pas être contre la transmission du travail qu'on a fait. Voilà. Et là, le nouveau rapport là, sur la dépendance, et je vous l'ai dit tout à l'heure, il propose d'augmenter la taxation des successions. C'est une ineptie totale. En Suède, ils ont fait quoi? Ils ont mis à 0 la taxation des successions. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'était mauvais pour l'économie, que les entreprises, elles étaient rachetées par des structures étrangères, plutôt que d'être transmises dans les familles, que les entrepreneurs, ils partaient comme celui qui avait fondé Ikea, ils partaient en Suisse ou ils partaient dans d'autres pays pour pouvoir transmettre plus facilement le fruit de leur travail à leurs enfants. Et finalement, ils ont commencé par dire il faut mettre à 0 pour les entrepreneurs. Et ensuite, ils ont dit il n'y a pas de raison que pour les entreprises ce soit à 0. Ils ont dit on met à 0 pour tout le monde. Et c'est une super mesure. Donc nous, on dit évidemment, il faut baisser dans un monde idéal, baisser à 0% la taxation des successions et des donations. Il faut baisser énormément la taxation de l'immobilier. Quand vous achetez un bien, les frais de plus de 6%, des droits de mutation, ils sont beaucoup trop importants. Donc vous avez des marges de manœuvre partout. Mais chaque fois que vous baissez l'impôt, il faut se poser la question, est-ce que je baisse l'impôt pour faire un affichage politique comme avec la taxe d'habitation, ou est-ce que je baisse l'impôt pour que derrière, il y ait de l'investissement, il y ait de l'emploi qui se crée? Si vous baissez la fiscalité de l'immobilier, il y aura des emplois qui se créeront. Il y aura plus de transactions, il y aura plus de ventes, parce que ça ralentit aussi forcément l'accès à la propriété, ça ralentit le fait d'acheter et revendre des biens parce que c'est tellement cher que ça freine. Donc, nous, on l'a proposé dans notre plan, le plan de la Fondation pour l'emploi et la croissance et surmonter la crise, qu'on a publié en mai, et dont je pense qu'il y a des choses qui ont été reprises dedans. Par exemple, quand on dit qu'on met à 0 pendant 1 an et demi la taxation des donations, le gouvernement a repris un peu cette idée en disant vous pouvez donner 100 000 euros à votre descendant sans taxation, mais ils ont mis tellement de contraintes, il faut que ce soit utilisé dans l'entreprise qui est dirigée par l'héritier, il faut que la boîte ait moins de 5 ans, il faut qu'elle ait jamais versé de bénéfices, ou alors il faut que vous utilisiez les 100 000 euros à faire des travaux dans votre résidence principale, mais ça ne peut pas être une résidence secondaire ou quelque chose de locatif. Donc, c'est trop de contraintes. Trop de réglementation. Non, mais la difficulté, c'est que nous, on dit, il y a un truc super à faire, ça peut permettre justement que les plus âgés donnent de leur épargne aux plus jeunes, et voilà. Et ils font une usine à gaz. Parce qu'en fait, et je peux vous dire que ça va coûter rien du tout ce dispositif des 100 000 euros. Parce que c'est tellement compliqué pour pouvoir en bénéficier que voilà. Et en plus, il faut que ce soit éligible au dispositif la prime rénov, les travaux qui sont faits. Enfin, donc il faut que ce soit fait avec une entreprise qui est homologuée. Non, vous voyez, quand vous additionnez toute la difficulté Non mais, donc, ce que je veux vous dire, c'est que oui, il y a des bonnes idées.
mais elles ne vont pas jusqu'au bout. Alors vous allez me dire, vous êtes toujours pour plus. Sauf que ça fait des années qu'on parle de tout ça. Il y a eu plein de bonnes idées qui ont été sur la table. On est toujours le pays qui dépense le plus, on est toujours le pays qui taxe le plus. On va se retrouver avec beaucoup plus de chômage que les Allemands qui vont être à 4 ou 5% de chômage quand nous on va être à 10 ou 11. Hein, et encore, c'est le chiffre officiel parce que le halo du chômage, vous avez vu qu'il y en a plus de 2 millions de personnes en halo du chômage, que ça a énormément bondi au sens du BIT. Donc, Et les salaires les plus bas, les petits salaires sont les plus bas. Oui, mais parce que vous savez bien, on en avait déjà parlé, on fait toujours des avantages à employer des gens au niveau du SMIC, et quand les gens dépassent un certain niveau de rémunération, il y a tellement de charges qui arrivent que finalement, tout ce qui est valeur ajoutée, travail avec de la haute valeur ajoutée, c'est dissuasif d'avoir ces emplois-là en France. Du salaire. Alors comme on a un modèle social qui est de luxe, il faudrait qu'on incite à fond à créer des emplois hautement qualifiés, et dans tous les secteurs. C'est dans la métallurgie, dans tous les secteurs, dans la chimie, dans la pharmacie, etc. Mais il faudrait que notre objectif, ce soit d'avoir le plus possible d'emplois très bien payés. Sauf que tous les économistes qui travaillent sur ces sujets, ils font des évaluations au gouvernement qui demandent comment faire augmenter l'emploi, et ils disent le truc qui a le plus de résultats le plus vite possible, c'est baisser les charges sur les bas salaires. Voilà. Et donc, on se retrouve dans une trappe à SMIC. C'est la smicardisation de la société. Et résultat, on a un PIB par habitant qui stagne et qui est pas bon. Mais alors que la France est un pays où on devrait avoir, à la limite, plus de millionnaires, plus de gens très bien payés, plus d'entreprises créées, plus. Plus de formation aussi, parce que vous ne pouvez pas faire monter les gens si vous ne les formez pas. Hein. Mais les formations, vous savez qu'on dépense des milliards tous les ans en formation. C'est les syndicats qui utilisent l'argent, et pas pour nous. Malheureusement, je vais devoir vous laisser. Mais dites-moi, dernière question. La dernière question, quel est votre regard sur le prêt que l'Union européenne fait à la France de 40 milliards et le fait que la France doit y avoir un débat avec plus de 60 milliards 67. Oui, voilà. C'est bon, là, il y a trop de choses à dire, mais moi, je suis inquiète de voir qu'on se recrée un niveau de dette supplémentaire au niveau de la Commission européenne, que finalement, ce ne sera pas forcément pour plus de compétitivité et de prospérité. Moi, j'aurais préféré, je fais attention à ce que je dis parce que l'Italie est aussi très concernée dans tout ça, etc. Mais on avait un mécanisme avec le MES qui permettait d'intervenir pour les pays tout en demandant d'améliorer la gestion publique. Nous, ce qu'on voulait à la Fondation IFRAP, c'est qu'on utilise ce mécanisme qui avait été créé au moment de la précédente crise, où il y a à peu près 400 milliards utilisables, et on disait, voilà, on aide les pays, mais en échange, il y a quand même une volonté de réforme. Et c'est pas ce qui a été choisi. Et on trouve que c'est pas bon. Pourquoi ? Parce que l'argent gratuit qui tombe du ciel sans effort en face, c'est bon pour personne, vous voyez. Et à un moment, il peut y avoir une lassitude de la part des pays du Nord de faire toujours les efforts et d'entretenir les pays du Sud. Parce que finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On n'emprunte pas cher parce que les pays du Nord ont fait les efforts. Alors, je ne dis pas que les pays du Sud ont tous les défauts. Je dis qu'à un moment, il faut aussi qu'on assume. Le nombre de gens que j'ai eu sur les plateaux télé pour dire les Pays-Bas, c'est horrible, ils sont pas bien, ils nous font du chantage, etc. Sauf que, en fait, s'ils n'avaient pas fait les efforts, l'Allemagne, les Pays-Bas, etc., aujourd'hui, on emprunterait hyper cher. Hein, parce que tout est. Les talons, c'est quand même le niveau de gestion allemand. Donc, à un moment. Comme ils le disent très bien d'ailleurs dans les pays du nord de l'Europe, on ne peut pas travailler jusqu'à 67 ans, travailler 40 heures par semaine, avoir beaucoup moins de vacances, pas de RTT, etc. Et ensuite qu'on nous dise qu'on n'est pas sympa, radin, voilà. Donc il y a un vrai sujet.
il y a un vrai sujet à un moment, assumer qu'on n'a pas fait les efforts de bonne gestion publique. Et c'est pas que les Allemands ont des capacités meilleures que les nôtres, parce qu'il y a quelques années, ils étaient dans un état pire que nous. Hein, donc, ils avaient plus de dettes, et ils étaient... Voilà, enfin... Donc, c'est une question de gestion. Vous savez comme moi qu'une commune mal gérée, ça va aller très mal, et la même commune mieux gérée par une autre équipe, ça va être formidable. Mais il y a du travail à faire. La commune la plus endettée de France, j'en parle dans mon dernier livre, plus endettée, plus taxée, etc. Maintenant, c'est une des communes qui est la moins taxée, la moins endettée. Voilà. Enfin, ça s'appelle Plan de Cluc, c'est près de Marseille. Et je fais tout un développement sur cette commune qui est dirigée maintenant depuis 20 ans par un maire qui est sans étiquette, donc c'est pas une question d'étiquette politique. Et il a vraiment redressé les comptes de sa commune et il a vraiment baissé la fiscalité. Mais donc il y a un vrai sujet sur cette question européenne qui est: est-ce qu'à un moment on se rendra compte qu'il faut aussi faire les efforts en face, que c'est pas de l'argent gratuit, qu'en face des 40 milliards, c'est 67 milliards potentiellement sur lesquels la France est responsable, que si c'est pas 67 milliards versés par la France, ce sera des impôts supplémentaires. Ces impôts, ils sont forcément payés par quelqu'un. Si c'est sur le plastique non recyclé, si c'est sur des droits de douane, etc. Enfin, à un moment... Les 40 milliards donnés par l'Europe, c'est pas un bon message pour l'Union européenne. Enfin, les 40 milliards et 100 milliards que l'Europe donne, c'est pas un message positif. Il faut qu'il soit voté. Oui, mais est-ce que vous savez quelle va être la participation de la France dans les prochaines années au budget européen annuel? Parce qu'on nous dit il y a 40 milliards, mais on ne nous dit pas combien on va payer en plus tous les ans avec le Brexit et justement cet endettement supplémentaire de l'Europe. C'est-à-dire, quand on pose un sujet, il faut poser sur la table tous les éléments du sujet. Nous, on a fait le calcul que ça va augmenter, alors on ne sait pas exactement en quelle année, mais potentiellement de 4 à 5 milliards d'euros de plus la participation annuelle de la France au budget européen. Non mais il faut vraiment aussi à un moment dire les choses dans leur entièreté. C'est-à-dire on ne peut pas annoncer le cadeau et puis pas dire combien ça va nous coûter après. Et puis il y a autre chose, c'est qu'on endette l'Union européenne, mais le remboursement il commence à partir de 2028. Pourquoi ? Ça veut dire qu'en fait, on refile le sujet au prochain Parlement européen et au futur budget européen, le budget d'après, après 2027. C'est pas hyper sain. Hein. C'est-à-dire faire un emprunt qui n'est pas remboursable immédiatement, je ne sais pas à quoi ça sert, sinon à finalement faire... Parce que vous savez, les crises, c'est souvent tous les 10 ans, hein, tous 10-15 ans, il y a des crises, malheureusement c'est comme ça. Donc quand il va y avoir une autre crise, ils seront en train de rembourser les emprunts de cette crise-là. Et ce ne sera plus du tout les mêmes qui seront aux manettes. Donc il y a un côté un peu... je repousse le problème à plus tard. Et ça, c'est pas forcément bon non plus. Donc dire aux Français qu'il n'y a plus de problème de dette, que tout est réglé par l'emprunt européen, que c'est pas la peine de faire des efforts, n'est pas la bonne solution. Voilà. C'est comme dire aux Français on met 500 milliards sur la table de l'État. Je pense que c'est pas la bonne idée parce qu'il n'y a pas 500 milliards qui ont été mis sur la table. Et quelle est la bonne solution pour conclure ? La bonne solution, c'est de dire chaque euro doit être étudié dans son efficacité, dans son efficience. On dépense trop, on taxe trop, on a un système qui n'est pas efficace. Maintenant, il va falloir se remonter les manches pour le faire et travailler plus. Voilà. C'est peut-être pas très glamour, c'est peut-être pas très enthousiasmant, mais c'est peut-être mieux que de faire croire qu'on peut mettre les choses sous le tapis. Parce qu'à un moment, ça va ressortir d'une manière ou d'une autre. Alors, je ne sais pas encore comment, mais on ne peut pas éternellement vivre à crédit sans faire les efforts nécessaires.